Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RT1 pour vous informer. Voici les titres de ce 20h. Nous irons au Portugal où le président Alassane Ouattara achève dans quelques heures sa visite d'État. Une visite de 48 heures donc pour renforcer la coopération entre les deux pays. Plusieurs accords ont été signés. Sur place ici à Abidjan, le vice-président Daniel Kablan-Duncan a échangé avec le directeur exécutif de l'Organisation internationale du cacao. L'ICCO se prépare à organiser la semaine prochaine en Côte d'Ivoire 2 rencontres majeures sur le cacao. La Côte d'Ivoire en chiffres, édition 2016, c'est le titre de l'ouvrage que vient d'élaborer la Direction générale de l'économie. C'est un document synthèse relatif à la vie économique, politique et sociale de la Côte d'Ivoire. Nous aurons un dossier dans ce 20h consacré à l'école obligatoire, une mesure gouvernementale prise pour donner la chance à tous les enfants d'aller à l'école. Mais qu'en est-il sur le terrain 2 ans après la décision? Nous ferons le point tout à l'heure. Soyez les bienvenus sur RT1. On commence tout de suite par le Portugal, où le président Alassane Ouattara est en visite d'État. C'est une visite pour renforcer la coopération entre les deux pays. Le président ivoirien et son homologue portugais ont eu un tête-à-tête hier. Ils ont évoqué notamment la coopération bilatérale qui lie leurs pays. Viviane Aimé est notre envoyée spéciale au Portugal. Belém, quartier situé en bordure du plus grand fleuve de la péninsule ibérique, le fleuve Tage. Considéré comme le quartier le plus chargé d'histoire et de la culture du Portugal, il abrite entre autres monuments historiques emblématiques de ce pays, le monastère de Belém. Construit au XVIe siècle par le roi Dom Manuel, est considéré comme l'une des merveilles du Portugal. Ce monastère conserve en son sein le mausolée de celui qui est considéré par le peuple portugais comme le plus grand héros national, le poète Luís de Camões. La visite d'État du président de la République Alassane Ouattara, accompagné de son épouse, la première dame Dominique Ouattara, devait commencer ce mardi 12 septembre par une visite de ce lieu d'histoire du Portugal. C'est sous une forte escorte de motards que le véhicule présidentiel transportant le chef de l'État ivoirien est arrivé au lieu de la visite où il a été accueilli par son hôte, le président Marcelo Rebelo de Sousa. C'est aussi sur l'esplanade de cette bâtisse, au lieu du symbole de la nation portugaise, que le tout premier chef d'État ivoirien a effectué une visite d'État au Portugal, a reçu les honneurs militaires exécutés par un peloton de 7 détachements de l'armée. Exécution des hymnes nationaux des deux pays. Passage en revue des troupes, suivi d'une parade militaire. Le président de la République et son épouse sont ensuite allés déposer une couronne de fleurs et se recueillir sur le mausolée de celui qui est considéré comme la plus grande figure emblématique du Portugal, le poète national Luís de Camões. L'autre temps fort de ce cérémonial d'accueil, c'est une escorte royale de 115 cavaliers qui a accompagné le véhicule présidentiel transportant le chef de l'État ivoirien au palais de Belém où sont logés les bureaux du président de la République du Portugal. Au palais de Belém, le président de la République et la première dame ont été invités à signer le livre d'or du palais, suivi d'une cérémonie de décoration. Le président de la République, Alassane Ouattara, a reçu la plus haute distinction de la République du Portugal, le grand collier de l'infante Henrique. Une distinction a aussi été décernée à la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, pour ses actions en faveur des enfants dans le monde entier. Elle a été élevée à la dignité de Grande Croix dans l'ordre du mérite du Portugal. À son tour, le président de la République, Alassane Ouattara, a distingué son homologue, le président Marcelo Rebelo de Sousa, en l'élevant à la dignité de Grande Croix dans l'ordre national de Côte d'Ivoire. Après cet échange de distinctions, les deux chefs d'État ont eu leur premier tête-à-tête
suivi d'une réunion élargie à leurs 2 délégations. À l'issue de leurs entretiens, ils ont exprimé face à la presse leur détermination à développer les relations entre leurs 2 pays. C'est la première visite d'un chef d'État ivoirien au Portugal. Donc moi, je suis personnellement honoré de votre invitation et je voudrais vous redire toute ma gratitude. Et vous dire aussi que nous avons en mémoire, il y a presque 30 ans, en 1989, la visite du président Mario Suarez et de la grande amitié qu'il a nourrie avec le président Félix Houphouët-Boigny, dont j'ai été l'unique Premier ministre. Cette visite est importante pour nous parce que depuis 2 ans, nous voyons un intérêt accru de la communauté des affaires au Portugal pour la Côte d'Ivoire. Et cela nous réjouit. Et bien évidemment, la Côte d'Ivoire est devenue un pays attractif après la crise que nous avons vécue il y a quelques années. Et depuis 2011-2012, mon pays est en paix, en sécurité. La démocratie également s'est installée. C'est un pays qui avance, qui est véritablement en marche. Et un pays extraordinaire par ses performances économiques, puisque depuis 5 ans, nous observons des taux de croissance de 9% par an, ce qui est très rare dans le monde, avec des taux d'inflation de 2 à 3%. Et nous contrôlons de manière forte la dette extérieure qui ne représente que 42% du PIB. Et nous sommes heureux que de nombreuses sociétés portugaises s'intéressent maintenant à la Côte d'Ivoire et je suis particulièrement heureux que TAP maintenant a des vols 5 fois par semaine sur la Côte d'Ivoire, ce qui facilite le voyage des hommes et des femmes d'affaires sur la Côte d'Ivoire. Et nous voyons également de nouvelles sociétés dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine des infrastructures, dans le domaine de l'industrie, dans le domaine de l'éducation, venir en Côte d'Ivoire pour investir. Donc c'est dire qu'au plan économique, les choses ont bien démarré. Cependant, je note que le commerce entre nos 2 pays est encore faible. Et notre volonté, c'est vraiment d'augmenter cela de manière importante. Nous soutenons et nous sommes heureux de votre désignation pour le Conseil de sécurité des Nations Unies et nous estimons qu'il est extrêmement important la réalisation du sommet entre l'Union africaine et l'Union européenne qui se tiendra en Côte d'Ivoire en rappelant le rôle précurseur du Portugal entre le premier sommet entre les 2 réalités géopolitiques mondiales. D'autre part, nous tenons également à vous féliciter du fait qu'il s'agisse d'un pays avec une stabilisation politique remarquable et une croissance économique également remarquable, d'un pays qui est déjà considéré comme étant un pouvoir régional. Cette vitalité a permis en 2 ans, et ceci est également lié au retour de la croissance économique au Portugal, un développement de relations bilatérales à un rythme qui a dépassé toutes nos attentes. C'est notamment ce qui est le cas pour l'éducation, avec plus de 2000 étudiants qui parlent et qui étudient le portugais dans l'université Félix Houphouët-Boigny. Donc c'est également vrai dans le domaine de la santé, de l'administration interne, de la défense, de l'accord sur la double imposition, de la préparation d'un accord sur les matières concernant l'investissement. Mais où le saut est encore plus important, c'est surtout dans le domaine économique. Là, comme ceci a déjà été souligné à plusieurs reprises, depuis le mois de janvier jusqu'au mois de mars, il y a une croissance de 146% des exportations portugaises vers la Côte d'Ivoire. Objet de nombreuses marques de considération au cours de cette visite d'État, la première d'un chef d'État ivoirien au Portugal, le président de la République, Alassane Ouattara, devait, après sa visite au palais présidentiel, se rendre au ministère des Affaires étrangères pour la signature de 4 accords de coopération entre le Portugal et la Côte d'Ivoire.
Et justement, la Côte d'Ivoire et le Portugal ont renforcé leur coopération dans plusieurs domaines. Des accords, vous l'avez entendu, ont été signés en présence donc du chef de l'État ivoirien et du Premier ministre portugais. Ils portent notamment sur les activités rémunérées des membres de la famille de personnel diplomatique et consulaire, la culture et la pêche maritime. On en sait plus avec notre envoyé spécial, Viviane Aimé. Si cette visite d'État du président de la République Alassane Ouattara au Portugal a pour but d'ouvrir une nouvelle page dans les relations entre le Portugal et la Côte d'Ivoire, elle a été marquée par la signature au ministère des Affaires étrangères de 4 accords de coopération en présence du chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, et du Premier ministre portugais António Costa, détenteur, ainsi que le prévoit la Constitution portugaise, d'une grande partie du pouvoir exécutif. 3 de ces 4 accords ont un caractère institutionnel et ont été signés côté ivoirien par le ministre des Affaires étrangères de Côte d'Ivoire et côté portugais par les responsables des ministères concernés. Il s'agit d'un accord autorisant l'exercice d'activités rémunérées pour les familles des diplomates ivoiriens et portugais en poste dans les 2 pays. Il s'agit encore d'un accord de coopération culturelle entre le ministère de la Culture du Portugal et le ministère de la Culture et de la Francophonie, également d'un accord de coopération en matière de pêche maritime entre le ministère des Ressources halieutiques de Côte d'Ivoire et le ministère de la Mer du Portugal. Le 4e accord a un caractère privé et concerne la délégation de services de propreté entre le ministère de la Salubrité urbaine de Côte d'Ivoire et Eco Eburni SA, la société portugaise de ramassage et de tri des ordures ménagères et qui est installée en Côte d'Ivoire. Un 5e accord de coopération signé plus tard au cours de la visite du président de la République a porté sur la coopération entre l'université Alassane Ouattara de Bouaké et l'université Minho de Braga au Portugal. Et sur place ici à Abidjan, le vice-président Daniel Kablan-Duncan a échangé avec le directeur exécutif de l'Organisation internationale du cacao. L'ICCO se prépare à organiser la semaine prochaine dans la capitale économique ivoirienne 2 rencontres majeures sur le cacao. L'entretien a donc porté sur les préparatifs de ces événements. Mama Traoré, Herman Kivé. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan et le directeur exécutif de l'Organisation internationale du cacao ont évoqué les enjeux de la 96e session régulière du Conseil international du cacao et de la réunion annuelle de la Commission consultative sur l'économie cacaoyère mondiale. 2 rencontres majeures qui se tiendront à Abidjan du 18 au 22 septembre prochain. L'Organisation internationale du cacao est maintenant basée à Abidjan depuis le mois de janvier dernier. Nous tenons 2 réunions annuelles au cours desquelles les pays membres discutent des questions du cacao. La première réunion a eu lieu au mois d'avril et la seconde a lieu la semaine prochaine. Donc il était tout à fait normal qu'en tant que directeur exécutif, je m'entretienne avec les responsables ivoiriens, surtout en relation avec la problématique des cours du cacao que nous avons actuellement, prendre les avis des parties concernées, afin de mieux éclairer les discussions la semaine prochaine. À la suite de Jean-Marc Anga, Daniel Kablan-Duncan a reçu Pierre Van de Beek, le président directeur général de la Société d'investissement pour l'agriculture tropicale. Déjà présent dans le secteur de l'hévéaculture en Côte d'Ivoire, ce groupe envisage de lancer des projets agricoles de reforestation des aires protégées. Après toutes ces rencontres, ce mercredi, le vice-président ivoirien s'est rendu à la conférence sur l'investissement co-organisée par la Société financière internationale et le quotidien britannique Financial Times. Les réflexions portent sur la création de marchés et d'investissements non risqués dans les États fragiles et affectés par les conflits. L'objectif visé est clair, sensibiliser les acteurs du secteur privé en vue d'accroître les investissements dans les pays dits fragiles. Le Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly est en déplacement à Londres. Il va prendre part au 2e forum dédié au commerce et à l'investissement. Il s'agit d'un grand rendez-vous économique avec les opérateurs privés britanniques. On voit l'arrivée du Premier ministre avec notre envoyé spécial, Alexis Ouedraogo.
Un passager inattendu ce mercredi à la gare de train Saint-Pancréas en Grande-Bretagne. Le chef du gouvernement Amadou Gon Coulibaly est à Londres. Il y est pour le Forum économique sur le commerce et l'investissement. L'occasion de promouvoir la destination Côte d'Ivoire. Demain, donc, le 14, nous avons une série de rencontres et notamment une intervention que nous devons faire devant donc, la Chatham House, donc, au niveau donc, des relations internationales. Nous avons un discours à prononcer sur la politique économique donc, de la Côte d'Ivoire. Et le vendredi 15, ce sera le forum lui-même. Nous allons donc expliquer aux investisseurs donc, anglais toutes les opportunités d'investissement qui s'offrent en Côte d'Ivoire. Le forum qui se tient sur 2 jours sera l'occasion de rencontres d'affaires, d'opportunités d'investissement en vue de soutenir la croissance économique. La Côte d'Ivoire en chiffres, édition 2016, c'est le titre de l'ouvrage que vient d'élaborer la Direction générale de l'économie. C'est un document synthèse relatif à la vie économique, politique et sociale de la Côte d'Ivoire. L'ouvrage présenté hier au public a été officiellement remis au ministre de l'économie et des finances, Jean-Jacques Ouamé. La Côte d'Ivoire en chiffres, un ouvrage de plus de 200 pages qui a valeur de carte d'identité pour l'économie ivoirienne. Rendu public ce mercredi, l'ouvrage, édité par la Direction générale de l'économie du ministère de l'économie et des finances, compte 6 parties et 26 chapitres et révèle le poids et l'évolution chiffrée de tous les secteurs d'activité en Côte d'Ivoire sur la période 2010 à 2015. C'est un document d'aide à la décision, c'est un document qui donne suffisamment d'informations sur tous les secteurs de la vie dans notre pays. Donc avec un document de ce type-là, vous convenez avec nous que nous jouons à fond dans la transparence et je voudrais donc vous dire que pour nous, la transparence est un élément essentiel dans la gestion de notre pays. Quand on n'a pas un outil pareil, ça devient la boule de cristal, ça devient le pilotage à vue. Et pour l'allocation optimale des ressources, en particulier pour le ministère du Budget, c'est un élément indispensable. Avec la publication de la Côte d'Ivoire en chiffres, édition 2016, l'État fait preuve de transparence et de bonne gouvernance, selon les représentants des institutions financières internationales. Les statistiques, comme vous savez, c'est une des questions dont le Fonds monétaire tient à cœur. Et évidemment, elles sont absolument nécessaires pour développer une bonne politique économique et aussi pour assurer une bonne coopération entre les différents partenaires au développement. Et le FMI se réjouit de cette publication. Ce que je salue, c'est la richesse de ce document parce que souvent, on focalise sur les aspects économiques et financiers. Et ici, on a quand même des indicateurs sur les secteurs sociaux, éducation, santé, qui vraiment rend ce document un document complet. Alors félicitations aux autorités. La Côte d'Ivoire en chiffres fait ainsi son retour après 9 ans de non-parution. La Direction générale de l'économie est déjà à pied d'œuvre pour la publication de l'édition en 2017. Ce sera en 2018. Vous habitez Cocody, vous avez dû voir ces manifestations, elles ont eu lieu aujourd'hui. Donc, il s'agit d'une manifestation d'étudiants empêchés par la police nationale. Ces derniers protestent contre le paiement des frais annexes à la scolarité dans certains établissements. La marche a été dispersée par la police. Le témoignage de Mamadou Kwasi. Cité Rouge, dans la commune de Cocody, transformée en lieu d'affrontement entre étudiants et éléments de la police nationale. La raison de ces échanges de projectiles et de gaz lacrymogènes, l'empêchement par les policiers d'un mouvement de protestation des étudiants lié aux frais annexes dans les établissements secondaires et primaires, publics et privés. Même décor à la cité universitaire de Mermoz, toujours dans la commune de Cocody, où les courses-poursuites entre étudiants et policiers sont déroulées toute la matinée. Selon des sources policières, ces cités universitaires sont les lieux de rassemblement des manifestants pour perturber le bon déroulement des cours dans les écoles secondaires et primaires. Si des établissements bénéficient de l'assistance policière depuis ce mardi, les cours ont du mal à se dérouler normalement. Hier, on n'a pas eu cours parce que la FESI était là hier, justement, à cause du prix des inscriptions. Donc aujourd'hui aussi, il n'y a pas eu cours, il n'y a pas de professeur. Ce matin, on a eu à faire 2 cours, le cours de maths puis SVT. On devait voir le prof d'anglais à la première heure, qui n'est malheureusement pas venu. Nous, ici, là depuis 11h11 comme ça. On est arrivé pour venir chercher les enfants. On vient de trouver qu'il y a les étudiants qui sont là, lapider des pierres pour casser les vitres. Donc on nous dit d'attendre pour la sécurité des enfants, pour que si ça se calme bien, ils vont libérer les enfants pour qu'on aille à la maison avec eux. Les établissements secondaires et aux services situés dans les environs de ces cités universitaires ont fonctionné au ralenti. Ces manifestations d'étudiants ont débuté le lundi 11 septembre dernier, jour de la rentrée officielle des classes.
Et le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle milite pour une école de qualité, une année scolaire réussie. Le ministère veut justement donner la chance à tout le monde d'aller à l'école. La ministre Kandia Camara était donc à Jacquesville où elle a lancé l'opération de distribution gratuite de kits scolaires. Ce sont plus de 4 millions de kits qui seront donc offerts cette année aux élèves de Côte d'Ivoire. L'initiative s'inscrit bien sûr dans le cadre de l'école gratuite. Le ministère de l'Éducation nationale prolonge le délai des inscriptions en ligne. L'annonce a été faite par le chef de cabinet Kouyaté Abdoulaye. Il s'agit donc de permettre aux retardataires de se mettre en règle pour cette rentrée scolaire 2017-2018. C'est scolaire. Un délai supplémentaire pour les élèves en ce qui concerne les inscriptions en ligne. Ainsi en a décidé le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. La nouvelle date fixée, c'est pour le jeudi 14 septembre 2017 à minuit, c'est-à-dire à 0 heure, et cela pour une durée de 10 jours. Nous pensons que le résidu d'élèves non encore inscrits pourra le faire, parce que de ces inscriptions en ligne dépendent, n'est-ce pas, le respect du quantum horaire, donc dépendent du respect des programmes. Les inscriptions en ligne visent un maximum d'environ 2 millions d'élèves. À ce jour, moins d'1 million sont en règle. Il est important de s'inscrire en ligne, a indiqué le chef de cabinet, pour être pris en compte dans les fichiers du ministère. Et toujours au chapitre éducation, notre dossier de ce 20h consacré à l'école obligatoire. C'est une mesure gouvernementale prise, vous vous souvenez, pour donner la chance à tous les enfants d'aller à l'école. La mesure concerne donc les enfants âgés de 6 à 16 ans, mais qu'en est-il sur le terrain 2 ans après? Les Ivoiriens s'approprient-ils cette décision? Quelles sont les dispositions prises par le gouvernement pour faire appliquer la mesure? Élément de réponse dans ce dossier signé Grace Kando. Dimoulé est une bourgade de 1000 âmes à 1 km de San Pedro. Ici, la politique de l'école obligatoire décrétée par le gouvernement est une réalité. À la veille de la rentrée scolaire, cadres, autorités coutumières et acteurs du système éducatif se réunissent pour échanger sur la scolarisation des enfants. C'est relancer encore le message aux parents pour leur dire de tout faire pour faire venir leurs enfants à l'école. Surtout en classe de CP1. Nous disons merci à l'État de Côte d'Ivoire qui a pensé à ce programme. Je convoque des AG, je réunis tous les parents, sensibilise de sorte que tous les enfants aillent à l'école de manière obligatoire et de façon gratuite. Oui, je vous parle. Elles ont pris des dispositions. Elles ont l'habitude de demander aux enfants d'aller à l'école. Et un enfant qui ne va pas à l'école ne mangera pas à la maison. Pour accompagner la décision gouvernementale, les villageois de Dimoulé ont construit une école primaire et des logements pour les enseignants. Cependant, les populations ont des préoccupations. On encourage vraiment nos populations de mettre les enfants à l'école. Mais ce qui est notre problème, le village n'est pas électrifié. Pour un enfant qui va à l'école, il doit étudier la nuit. Non seulement dans la journée, pour mettre l'électrification à Dimoulé. Ensuite, eau potable, parce que celui qui va à l'école, il va se laver, il va aussi consommer de l'eau. La politique de l'école obligatoire en Côte d'Ivoire est une mesure qui vise à donner aux enfants de 6 à 16 ans une éducation et une formation de qualité. Les populations de Boaké apprécient la mesure. C'est une très bonne initiative. L'école est vraiment obligatoire pour les citoyens de demain que nous sommes. Il faudrait qu'il soit au moins 30 dans une classe, 20 à 30 au moins. Voilà, de nos jours, on remarque que dans des écoles publiques, les élèves sont au nombre de 80-90, ce qui n'est pas trop normal. Ça ne permet pas d'apprendre facilement. Une très très bonne initiative que le gouvernement met en place pour vraiment l'évolution de la nation. Surtout qu'il parle déjà de l'émergence. Quand on dit émergence, c'est d'abord l'école. Et qui dit école, dit aussi finance. École gratuite certes, mais des parents déplorent encore l'instauration de certaines cotisations.
Ce sont des problèmes de cotisation encore qui demeurent, notamment au niveau des comités de gestion ou au COGES. Certains parents estiment que quand on a parlé de gratuité, il ne faudrait pas encore revenir pour leur demander certains frais. C'est au cours de l'année 2015-2016 que la politique de l'école obligatoire est entrée dans sa phase active. 3 ans après sa mise en œuvre, quel bilan? Je remercie les parents d'élèves qui ont répondu justement à cette exigence parce qu'aujourd'hui, nous avons, avec cette loi, nous avons un bon taux de scolarisation. Et il faut dire que chaque année, c'est pratiquement 10% d'élèves que nous avons en plus dans nos écoles primaires, ce qui démontre bien que les populations ont bien accepté cette décision. Pour accompagner la décision gouvernementale, plusieurs actions sont menées. De 2012 à aujourd'hui, le président a fait construire plus de 19 000 salles de classe. Nous avons pu construire plus de 170 collèges et lycées, et sans compter les équipements. Le président a fait recruter plus de 39 000 enseignants, du primaire comme du secondaire. Et aujourd'hui, nous mettons allègrement en œuvre cette décision du président. Mais il va sans dire qu'il va falloir continuer les constructions. C'est la raison pour laquelle nous avons en projet de nombreuses constructions de salles de classe, aussi bien du primaire que du secondaire, aussi bien au niveau de l'enseignement général, de l'enseignement technique que de l'enseignement professionnel. Donc, les conditions vont s'accroître pour permettre à tous ces enfants qui vont à l'école de faire leurs apprentissages dans de bonnes conditions. La ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle invite les parents qui hésitent encore à envoyer leurs enfants à l'école à s'approprier cette mesure. La politique de l'école obligatoire en Côte d'Ivoire, un dossier réalisé par Grace Kando. Dans le domaine agricole à présent, les membres du conseil de surveillance de l'agence foncière rurale AFOR ont été installés hier au plateau par le ministre de l'Agriculture et du Développement rural. Leur mission principale, exécuter les actions de sécurisation du foncier rural. On en sait plus avec notre reporter Francis Boifo. Pour répondre à la délicate question du foncier rural en Côte d'Ivoire, le chef de l'État a fait cette déclaration lors de son message à la nation le 31 décembre 2015. Il s'agira notamment de la création d'un organisme autonome, doté des moyens nécessaires et ayant la responsabilité, en liaison bien évidemment avec l'administration préfectorale et l'ensemble des procédures et étapes qui conduiront à la délivrance du certificat foncier. Moins de 2 ans après, la nouvelle loi sur le foncier a été votée au Parlement et l'agence foncière rurale AFOR est créée. Cet organisme autonome voulu par le président Alassane Ouattara a été installé ce mardi par le ministre de l'Agriculture et du Développement rural après des mois de réflexion sur ses attributions et missions. C'est pour protéger le paysan, le propriétaire terrien. C'est pour protéger celui à qui on a cédé la terre, même temporairement, pour qu'il puisse l'exploiter en toute quiétude. C'est pour permettre aux enfants de ceux qui ont la propriété reconnue sur une parcelle de terre puissent profiter de leurs droits de succession. C'est pour pouvoir faciliter les transactions foncières en des sociétés qui voudraient s'établir sur une terre et savoir qu'en l'achetant, ils l'ont acheté à celui qui en est le véritable propriétaire. Et Abamba Cheikh Daniel d'ajouter que ces missions seront exécutées conformément aux tests en vigueur. Pour assister et superviser la direction générale de l'AFOR, un conseil de surveillance a été mis en place. Il est présidé par l'ex-commandant supérieur de la gendarmerie nationale, le général Gervais Kouassi. Il nous faudra nous montrer dignes de la confiance du chef de l'État qui attend à travers l'AFOR régler définitivement les questions conflictuelles récurrentes liées à la vie et
à la gestion du foncier rural. Régler tous les problèmes du foncier. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Mamadou Sangafoua Koulibaly, y tient au regard des objectifs à atteindre par son ministère. Le développement et la modernisation de l'agriculture, la lutte contre la pauvreté en milieu rural, la sécurisation de l'investissement agricole, l'AFOR apparaît dès lors comme un prolongement du MINADER. L'agence foncière rurale devrait favoriser la cohésion sociale dans le monde agricole en application des nouvelles orientations des autorités sur le foncier rural. Et maintenant, place aux Jeux Olympiques. Paris décroche sans surprise l'organisation des Jeux Olympiques. 100 ans après, la capitale française va accueillir les JO en 2024. Paris va pouvoir donc rallumer la flamme olympique après un siècle. Le Comité international olympique l'a décidé aujourd'hui même à Lima, au Pérou. Los Angeles sort elle aussi gagnante puisque la ville américaine organisera pour sa part les JO en 2028. Fin de ce 20h. Merci à vous tous de votre aimable attention et passez une très belle soirée sur RTI 1.